Un don de sang permet de sauver 3 patients. Mais depuis quelques semaines, les stocks sont au plus bas. Une situation inquiétante pour l'établissement français du sang, dont nous recevons aujourd'hui le directeur de la section Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, le professeur Jacques Chiaroni. Bonjour professeur et bonne année. Bonjour et meilleurs vœux à vous aussi. Merci. Chaque année, les dons de sang permettent de soigner 1 million de personnes. Combien ne peuvent en bénéficier ? Alors écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que nous prélevons par an 3 millions de dons. Il faut à peu près 10 000 dons par jour pour traiter ces 1 million de personnes chaque année. Les 3 millions de dons représentent environ 4% de la population, donc, et ça ne représente, je dirais, que 4%, alors que 95% de la population, ou 99%, dit qu'ils sont très favorables aux dons de sang. Donc vous voyez, c'est ce qui peut expliquer que tout cela repose sur une faible proportion de la population, qui fait que nos stocks évoluent de façon un petit peu chaotique, et c'est quelque chose qui ne s'est pas amélioré depuis l'épidémie du Covid. C'est un effet très paradoxal et préoccupant en même temps. Cette pénurie entraîne-t-elle des décès prématurés ? Alors non, on ne peut pas parler de décès. Il est vrai que nos stocks sont actuellement très préoccupants, comme ils le sont, mais ils le sont vraiment de façon, je dirais, préoccupante, où nous avions lancé un appel avant les vacances pour tenter justement de reconstruire ces stocks pendant cette période qui est classiquement tendue. Et malheureusement, la remontée est extrêmement timide et ce niveau de stock nous préoccupe. Alors, il n'entraîne pas de décès. Qu'est-ce que ça peut entraîner ? C'est que si nous ne redressons pas la barre, je serai obligé dans quelques semaines de faire reporter des interventions, voire même des programmes de chimiothérapie, de façon à préserver le peu de stock que nous avons pour l'urgence. Donc c'est le premier niveau, un niveau d'alerte qui fait qu'il faut absolument que la population se mobilise. Quel est le délai maximum de transfusion à ne pas dépasser ? Alors, le délai, alors quand vous dites délai, vous entendez quoi ? C'est-à-dire les gens qui doivent recevoir une transfusion Alors, pour type... tout dépend. Oui, mais tout dépend. Vous savez, vous avez des transfusions qui doivent se faire en extrême urgence, c'est-à-dire quasiment dans la minute. C'est pour ça que les stocks d'urgence sont particulièrement importants. Quelqu'un qui arrive avec, donc dans le cas d'un accident de la circulation, par exemple, dans le cas d'une hémorragie de la délivrance, une femme qui accouche, dans le cas malheureusement, comme on peut le voir sur Marseille, d'une plaie par balle ou autre, il faut, au moment où la personne est hospitalisée, doit recevoir le sang immédiatement. Donc ça n'est pas programmé. Et puis il y a d'autres pathologies où les transfusions sont plus chroniques, qui font d'ailleurs l'objet de protocoles de transfusion répétés et pour lesquels nous avons le temps de préparer ces protocoles. Donc tout dépend du contexte clinique. Ce que l'on appelle les produits sanguins labiles, issus des dons de sang, ont une durée de vie limitée. C'est ce qui explique l'urgence de la situation ? Oui, alors c'est ce qui explique l'urgence de cette situation. Vous avez raison. La durée est limitée. Vous savez, une poche de sang ne dure que 42 jours, une poche de plaquettes 7 jours. Donc vous imaginez, il faut avoir donc ces produits en permanence, ce qui explique que les besoins sont constants. C'est vrai que là, nous faisons un appel à la mobilisation et de venir donner, de franchir la porte d'une collecte ou la porte de notre maison du don, mais il faudrait rentrer dans une régularité du don, car ces besoins sont quotidiens, parce qu'on les utilise bien sûr, mais aussi parce qu'ils ont une durée de vie limitée. C'est ce qui explique vraiment qu'il faut une fidélisation vis-à-vis du don de tous les instants. Eh bien, j'espère que votre message sera entendu. Donner son sang permet de répondre aux situations d'urgence, mais aussi de soigner les maladies chroniques. Et l'on n'y pense pas forcément, cela sert aussi à la fabrication de médicaments. Vous avez tout à fait raison. C'est une partie qui est beaucoup moins connue et cette préparation de médicaments est faite à partir du plasma. Vous savez que dans le sang, il y a une partie qui sont les cellules, ce sont les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs, et puis il y a une partie liquide qui est le plasma, qui n'est pas que de l'eau. Il y a des protéines qui sont particulièrement importantes, des protéines comme des anticorps par exemple, des protéines de coagulation et autres. Et on est capable d'extraire ces protéines, ces anticorps, ces immunoglobulines, qui prennent le statut de médicament parce que ça n'est plus une poche rouge, comme on a l'habitude de voir quand on transfuse des globules rouges, mais c'est un véritable médicament qui va permettre de traiter des maladies. Et ça, c'est un élément très important parce que vous savez, aujourd'hui, la situation est tendue au niveau mondial pour le plasma.
Et nous sommes particulièrement, je dirais pas inquiets, mais enfin préoccupés en France, parce que vous savez que le socle éthique repose sur le bénévolat, le volontariat, la gratuité du don. Eh bien aujourd'hui, en termes d'immunoglobulines, il faut savoir que nous ne couvrons que 35% du marché national et que les 65 autres pourcents viennent d'industriels qui ont prélevé du plasma et qui a pu être prélevé chez des donneurs rémunérés. Donc on est dans une situation un petit peu compliquée d'un point de vue éthique. Il nous faut des médicaments pour traiter les malades, donc on est obligé d'importer ces immunoglobulines, mais en même temps on alimente ce système. C'est pour ça que vraiment le prélèvement de dons de sang total, bien entendu, mais aussi de plasma, représente un enjeu majeur pour la souveraineté nationale, telle que nous connaissons maintenant depuis la période du Covid, mais qui est vraiment fondamentale pour traiter nos malades et préserver notre éthique. Et la rémunération, en effet, c'est ce qui se produit aux États-Unis. Absolument. Certains pays, même en Europe, pour le plasma, pour les dons de plasma, je pense à l'Autriche, je pense à l'Allemagne, il existe un double dispositif. Un dispositif bénévole, bien entendu, mais un dispositif rémunéré pour le plasma, justement pour fabriquer ces médicaments dérivés du sang, et en particulier les immunoglobulines. Alors, je me mets dans la tête d'une personne qui donne son sang pour la première fois. Que doit-elle savoir ? Alors d'abord, il faut savoir où est-ce qu'elle peut donner. Donc là, j'invite à aller sur le site don de sang de l'EFS. Et là, elle va pouvoir voir la collecte la plus proche ou la maison du don qui est la plus proche de chez elle. Ensuite, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de critères d'éligibilité au don. D'abord, il y a l'âge. C'est entre 18 et 70 ans pour pouvoir donner son sang. Et puis, il y a un minimum de poids de 50 kilos. Et ensuite, il faut être en bonne santé. Alors, en bonne santé, si on se sent de venir, si on n'est pas malade, on se sent de venir, on peut venir d'emblée, et puis on verra. On rencontre soit un médecin, soit une infirmière spécialisée qui pourra faire, donc, je dirais, une petite interview pour voir si vous avez des antécédents ou si vous prenez des médicaments ou autres qui font que, pour votre sécurité ou pour la sécurité du patient, eh bien, vous ne serez pas éligible. Mais en général, vous savez, ce sont des contre-indications qui sont le plus souvent temporaires. Vous prenez un antibiotique, vous avez une angine, vous avez eu un tatouage. Il faut attendre un petit peu de temps. Vous avez fait un voyage à l'étranger parce qu'il y a du paludisme. Donc, il faut attendre un petit peu de temps pour pouvoir venir redonner son sang. Et donc, en général, je vous dis, il n'y a pas de problème. Au bout de quelques semaines, on peut venir donner. Et les besoins sont activés en temps réel sur les cartes ? Oui, alors tout est informatisé, bien entendu. L'ensemble de la chaîne est informatisé. Du moment que vous avez donné, votre don est inscrit. On sait maintenant, puisque vous savez que l'Établissement français du sang est un organisme national, et quel que soit l'endroit en France où vous alliez, eh bien, on sait que vous avez donné à tel et tel endroit. Et donc, il n'y a aucun problème. Tout est fait en temps réel. Certains groupes sanguins sont-ils plus demandés que d'autres ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une tension sur tous les groupes, bien entendu, mais il est vrai que classiquement, le résus, le O négatif en particulier, est quelque chose qui est un petit peu plus consommé. Alors pour quelle raison ? Vous avez parlé précédemment de l'urgence. Vous savez que lorsqu'il y a un patient qui rentre à l'hôpital et qu'il faut transfuser en urgence, parfois, nous n'avons pas le temps de faire son groupe sanguin, on va puiser dans le stock du O négatif pour pouvoir le transfuser. Donc, ce qui fait que ce contexte d'urgence explique le fait qu'on en consomme un petit peu plus. Et c'est vrai que le résus négatif, d'une manière générale, représente 15% de la population en Europe de l'Ouest. Et le O, il est à 40%, mais le cumulé O négatif, ça n'est que 6%. Donc, c'est quelque chose que nous avons un petit peu plus besoin. Eh bien, merci, professeur, pour ce rappel essentiel, d'autant qu'il peut tous nous concerner, chacun d'entre nous à titre personnel, mais aussi notre entourage, évidemment. Je n'oublie pas de mentionner le site de l'Établissement français du sang, www.efs.santé.fr. Merci beaucoup. Après avoir dû elle aussi affronter la maladie, Véronique a eu envie de redonner confiance aux femmes ayant eu un cancer du sein. Créée en 2020, la start-up marseillaise Les Minettes en Goguette, qui conçoit des vêtements adaptés aux effets secondaires de la maladie, fait même aujourd'hui partie de la French Tech. Bonjour Véronique et bonne année. Bonjour et bonne année, oui. Le succès des Minettes en Goguette est un bel exemple de résilience. Racontez-nous votre parcours de jeune entrepreneuse. Alors, moi, j'ai créé les Minettes en Goguette parce qu'effectivement, j'ai eu un cancer du sein en 2016 et à un moment, en fait, j'ai eu des problématiques pour m'habiller, notamment à cause des effets secondaires liés au traitement des cancers du sein et notamment, j'ai eu la peau qui est devenue hypersensible qui faisait que beaucoup de matière, en fait, devenait insupportable au niveau de la peau.
Et n'ayant pas trouvé les vêtements que je cherchais, en fait, j'ai pris des cours de couture pour pouvoir mettre en forme mes idées de départ. Et c'est de là que sont nées les minettes en goguette. Voilà. Très émouvant en effet comme parcours. En quoi les textiles utilisés s'adaptent aux effets secondaires de la maladie? Alors déjà, ils sont tous certifiés au minimum Ecotech Standard 100. Ça veut dire qu'ils sont non nocifs pour la peau et pour l'environnement. Et puis pour certains, alors par exemple celui que je porte aujourd'hui, il est à base de fibres de hêtre, donc il a des spécificités respirantes, il est antitranspirant, il régule la température et il n'irrite absolument ni les cicatrices ni la peau. D'accord. Et vous proposez pas seulement de la lingerie et des maillots de bain, mais aussi des vêtements qui soignent le look des femmes? C'est ça, parce que la maladie, en fait, c'est une sacrée épreuve sur laquelle la féminité, la confiance et l'estime de soi prennent quand même assez cher. En fait, moi, les solutions que j'avais trouvées étaient assez fonctionnelles, mais il me manquait le côté esthétique qui est hyper important. Et moi, la médecin qui m'a soignée dès le départ m'a dit 80% du job, c'est vous qui le faites dans la tête, il faut garder un esprit positif. Et en fait, quand on n'est pas bien dans ses vêtements, c'est pas évident. Voilà. D'où le côté intemporel et esthétique féminin en fait des vêtements. Avec un look donc sexy. Voilà, aussi. En plus d'avoir une dimension humaine, la marque s'inscrit dans la slow fashion puisqu'elle est éco-responsable. C'est ça. En fait, pour moi, c'était hyper important de ne pas venir polluer plus notre planète et d'être très, très respectueux de ce qu'on produit. Donc aujourd'hui, notre production, elle sera en précommande pour vraiment produire les bonnes quantités de vêtements qui vont être commandés, mais aussi les bonnes tailles. Parce que, en particulier, bon, ça c'est dans toute la vie de femme, mais avec les traitements, on peut avoir par exemple des variations de poids et de toute façon la silhouette qui change. Et l'idée c'est d'avoir vraiment de fabriquer les bonnes tailles. Voilà. Est-ce que les chutes de tissu sont revalorisées? Alors aujourd'hui, on le fait sur nos accessoires. Donc par exemple, on a fait fabriquer des coussins cœur qui servent notamment après une opération pour éviter toute tension sur les cicatrices. Et on a utilisé les chutes des tissus pour faire des petites pochettes. Alors moi, mon idée de départ, c'était pour mettre la poche du drain quand on sort de l'opération. Mais c'est une petite poche qui s'accroche à la ceinture du pantalon et dans laquelle on peut mettre son téléphone, ses clés, voilà, quand on sort et qu'on ne veut pas prendre de sac. Tout cela va séduire beaucoup de clientes. Votre travail s'inscrit en toute transparence. Vous précisez d'ailleurs que du fait de l'approvisionnement des matières premières qui est plus long, les délais de livraison sont susceptibles de prendre du retard. C'est tout à fait compréhensible. Oui, en fait, alors déjà, on est une petite entreprise qui commande des petites quantités avec des exigences au niveau des tissus. Donc tout ça combiné, en fait, moi, j'ai absolument pas voulu trancher dans un de ces critères-là et garder ces critères-là et garder le niveau de qualité d'exigence que je me suis mise dès le départ pour vraiment délivrer des vêtements de qualité. Est-ce que les coûts de production sont plus élevés? Alors, pour le moment, ils sont plus élevés parce que on commande des petites quantités. Et l'idée, c'est plus on va commander une grande quantité et plus on pourra jouer sur les prix. Et oui, c'est logique. Ouais. J'ai lu que vous avez pour objectif d'associer des femmes à la création de futurs modèles. Oui, parce qu'en fait, je suis partie des effets secondaires que moi j'ai vécu pour dessiner les premiers modèles. Et du coup, j'aimerais vraiment co-créer des vêtements. Enfin, moi, ils me font tellement du bien quand je les porte que j'ai vraiment envie d'associer d'autres femmes sur les effets secondaires du cancer du sein, mais pas que. Parce que cet hiver, on a fait pas mal de salons où on a rencontré des femmes qui ont de l'endométriose ou d'autres types de cancers ou des cicatrices aussi de césarienne qui peuvent être gênantes. En fait, tout problème pour s'habiller, nous, on voudrait trouver la solution. Et oui, on n'y pense pas forcément. Vous travaillez aussi avec les ESAT, établissements médico-social de travail protégé, réservés aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion sociale et professionnelle. Oui. Alors, pour moi, c'était très important. Alors maintenant, moi, j'ai le statut travailleur handicapé et ça me semblait la suite logique, en fait, avec
toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, ce sont eux qui nous font les tote bags, les sacs de course, donc en coton bio, bio, et c'est eux en fait qui nous font, qui nous impriment le logo et qui nous les délivrent. Et moi, je trouve ça, en plus, ils sont à Marseille, et de les associer avec nous en fait sur le développement des minettes. Et il y aura une boutique sur Marseille C'est l'objectif de 2023. Nous, on voudrait ouvrir un atelier boutique pour que justement les personnes qui rentrent dans la boutique, déjà, elles puissent toucher les matières, voir comment elles sont fabriquées. Et d'avoir l'atelier ouvert sur la boutique permettrait aussi aux gens de comprendre, en fait, pourquoi... comment est-ce qu'on travaille, pourquoi on utilise ces tissus-là et comment est-ce qu'on développe tout ça. Alors donc pour l'instant, rendez-vous sur votre site lesminettesengoguettes.com et puis vous avez choisi un nom amusant qui permet de toujours penser positif. C'est ça, parce qu'il faut retrouver du positif et de la bonne humeur après tout ça. Eh bien, bonne chance et espérons qu'en cette année 2023, vous vendiez le plus de produits Les Minettes en goguettes. Merci.